Chloé Delhomme est autrice, adepte de l'autofiction et de littérature expérimentale sous toutes ses formes, romans, fragments poétiques, théâtre. Aux éditions du Seuil, elle vient de faire paraître Le cœur synthétique, roman autour duquel elle était invitée à la librairie Ombre Blanche, mercredi 30 septembre 2020. Bonne écoute. Chloé Delhomme, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Un petit rappel avant que commence la rencontre. En ces périodes troublées, nous vous demandons de ne pas retirer vos masques pendant la rencontre pour que les choses puissent se passer dans les meilleures conditions possibles. Merci à tous. Chloé, nous vous accueillons pour votre dernier roman, sorti en cette rentrée littéraire aux éditions du Seuil, Le cœur synthétique. J'ai essayé de faire le compte. C'est votre combienième 28e roman 28e. Depuis... Enfin, livre, il n'y a pas que des romans dedans. Il y a quelques essais et il y a des petits textes aussi sur des artistes ou des trucs comme ça. En 20 ans, En à 20 peu ans. près, c'est ma c'est ça 20e année. C'est septembre, ça fait 20 ans. Bah écoutez, bon anniversaire pour cet anniversaire de publication. Le cœur synthétique, roman ironique, féroce, assez drôle, que vous nous présentez cette année, un peu différent justement dans le ton par rapport au précédent. Je voudrais revenir rapidement, avant de vous poser ma première question, sur ce qui me semble être une espèce de trilogie peut-être, qui commence avec Sorcières de la République, qui était un roman qui imaginait une révolution faite par les femmes, quelque chose d'assez violent en plus qui se passait autour d'un procès. Mes bien chères sœurs que vous êtes venues également présenter ici, qui était plus sous la forme d'un manifeste, peut-être un peu plus apaisé que Sorcières de la République, mais toujours très engagé. Et donc le cœur synthétique aujourd'hui, plus humoristique, plus drôle, plus détaché. Est-ce que vous aviez besoin peut-être de ce recul ? Est-ce que votre colère s'est apaisée ou est-ce que vous aviez besoin de ce recul pour faire passer différemment un message qui n'aurait peut-être pas été entendu pour vous ? En fait, c'est plus une question de forme. C'est que entre Mes bien chères sœurs et Le cœur synthétique, je suis passée au scénario où je travaille avec la Capricci Productions sur des films de science-fiction et là une comédie horrifique. Et du coup, j'ai été amenée à raconter une histoire, tout simplement. Chose que je faisais très peu précédemment. C'est-à-dire que Les Sorcières de la République, il y a une histoire assez compliquée, mais la restitution des faits est faite de façon fragmentaire. Là, Le cœur synthétique, c'est mon premier roman linéaire, en fait. On suit le personnage de façon chronologique sur un temps donné. Il lui arrive des petites aventures. On est sur une structure hyper classique. Et sans être passée par le scénario, j'aurais pas eu l'idée, en fait. Et le rapport à l'humour ? Disons que j'ai toujours fait des blagues, mais en général, comme je travaille sur la mort, la folie ou le suicide... Ça se voit moins. Voilà, elle soulage un peu, mais ça crée juste équilibre. Là, j'avais envie vraiment de faire une comédie. Mais parce que l'écriture le livre a été écrit très vite. Ça s'est fait en 3 mois. C'était l'hiver dernier. Et c'était un hiver apocalyptique pour mon cercle sororal et moi-même. Et donc, du coup, je me suis dit, au lieu qu'on déprime toutes sur l'état du marché de l'amour, nous allons faire des petites plaisanteries pour les copines. Donc, j'ai mis en scène Adélaïde et j'envoyais toutes les semaines un chapitre. Enfin, c'était même plus que toutes les semaines, c'était tous les 2-3 jours. Où je réinjectais, en fait, nos mésaventures en les fictionnalisant. Donc c'était un geste très différent d'habitude. Les bien chères sœurs, je l'avais écrit pour qu'il soit lu. D'habitude, je faisais des laboratoires. La question du lecteur se posait très peu. La réception n'était pas mon problème. Moi, c'était expérimenter qui m'intéressait. Mais bien chères sœurs, c'était un geste vraiment pour le lectorat féminin. Et Le cœur synthétique, c'est un peu la prolongation. Donc c'est aussi un livre que j'avais envie de partager, ce qui n'est pas un geste qui m'était très habituel, en fait. Alors je parle de trilogie parce qu'on a sur ces 3 ouvrages, on ne va pas parler forcément des 3 ensemble, mais la problématique de la sororité, de la féminité, de la question du féminisme. Vous pouvez un peu peut-être nous présenter votre personnage principal, Adélaïde, où elle en est quand le roman commence et justement avec ces problématiques-là ?
Adélaïde, elle a 46 ans, elle est attachée de presse. C'est pas un métier anodin, c'est-à-dire que c'est un métier qui subit beaucoup de pression. C'est dans la chaîne de l'édition le travail qui est le plus proche du secteur traditionnel de quelqu'un qui ferait un travail commercial ou quelque chose comme ça, avec plein de pression partout. Elle vient de divorcer, elle a toujours été en couple depuis qu'elle était ado. Et pour la première fois, elle va se retrouver célibataire et vraiment toute seule. Donc elle va faire l'apprentissage de la solitude, ce qui n'est pas toujours évident. Et surtout, comme elle a 46 ans, elle se retrouve confrontée à la réalité du marché, qui est que à 46 ans, on a un tantinet obsolète, quoi. Donc, C'est très dur de présenter les choses comme ça. Oui, mais dans le regard des hommes, on est parti pour être obsolète. Donc, et comme elle est féministe, elle est complètement tiraillée entre... elle s'est construite hors du regard des hommes, c'est pas ça qui l'a définie. Et puis là, elle se retrouve confrontée au problème que, oui, mais elle n'intéresse plus la dame. Donc c'est un peu un équarrissage permanent. Et puis surtout, Adélaïde est entourée par 4 amis qui forment son cercle sororal. Et j'ai voulu montrer la place de la sororité et de l'amitié dans la vie des femmes déjà et dans la vie d'une femme seule, parce que finalement, c'est ça qui lui apporte son équilibre. Est-ce qu'on peut parler de roman d'apprentissage pour Adélaïde ? Oui, je crois qu'on peut appeler ça un roman d'apprentissage, parce qu'au début, elle est très naïve et elle a atteint des posites aiguës, c'est-à-dire que dès qu'elle a un rendez-vous ou qu'elle envisage un garçon, elle projette le mariage avec la scène et tout. Et en fait, au final, elle va changer son fusil d'épaule, elle va faire un certain nombre de deuils, effectivement. Et puis elle va être lucide, c'est-à-dire qu'en vérité, statistiquement, il y a plus de femmes que d'hommes, déjà pour commencer. Elle habite à Paris. À Paris, il y a 17 500 femmes de trop, au sens où même si elle voulait se caser, il n'y a pas d'homme en face. Donc voilà. Et puis pour finir, il y a aussi une autre donnée, c'est que non seulement il y a plus de femmes que d'hommes, mais en plus les hommes meurent en premier. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, à 80 ans, si elle a survécu, ce qui est l'option que j'ai prise, elle se retrouve avec ses copines, comme à Montreuil, Thérèse Claire avait monté ça, la maison des Baba Yaga, c'est-à-dire qu'elle finit seule avec ses amis, en autonomie et dans la joie surtout, et la bonne humeur, sans homme. Mais elle a réussi à dépasser tout ça, à s'autonomiser. Donc ouais, c'est un roman d'apprentissage. Les 4 amis qui l'entourent, est-ce qu'on peut dire que du coup ce groupe de 5 femmes représente un peu tous les types de femmes qui peuvent exister aujourd'hui dans leur rapport sentimental ou dans leur rapport à la solitude d'ailleurs? Oui, je sais pas. J'ai essayé, c'est-à-dire qu'on a Bérangère la chasseuse qui, elle, utilise les réseaux Tinder et compagnie pour de la consommation de loisirs. Mais elle a complètement intégré que la déception fait partie du truc, hein. Elle a dépassé ça, donc c'est une façon très lucide et un peu dure dans la consommation. Elle a finalement une vision presque masculine du truc. On a Herbeline qui, elle, est lesbienne, mais qui a fait le choix pendant quelque temps de faire une pause. Et puis on a Clotilde Mélis qui est... Clotilde Mélis, c'est un personnage que j'ai commencé à développer en 2004, qui est un peu mon double, au sens où c'est une autrice expérimentale qui fait des trucs zinzin. Et elle est bisexuelle, parce que la question de la bisexualité est un truc qui m'intéressait par rapport à cette question du marché, parce que on peut avoir l'impression que pour les bisexuels, c'est plus simple vu qu'il y a plus de choix, mais en fait, c'est quelque chose qui insécurise énormément les partenaires, la bisexualité. Donc, elle n'est pas mieux lotie. Et puis, il reste Judith, qui est en couple depuis très longtemps, mais qui, évidemment, elle est soumise au côté, ça fait 12 ans, l'herbe serait-elle plus verte ailleurs? Et puis, tout le côté dans le couple du désir qui disparaît un peu, et comment est-ce qu'on gère ça aussi, quoi. Et elle a un enfant, les autres sont nullipares.
Ah non, 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 Bérangère a une fille aussi. J'ai pas mis que des nullipares, faut pas. Donc Bérangère, elle a un garçon. Elle a un garçon, oui. J'ai inversé, dans la vraie vie, c'est le contraire. Alors, je ne sais plus. Mais ouais, elles sont dans des situations archétypales, en fait. J'ai essayé de faire en sorte que le roman soit plein, non pas un roman à clé, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans le milieu de l'édition, et c'est pas à clé, c'est vraiment des archétypes, en fait. Ah, mais On va y venir après, j'ai visé personne en particulier. J'ai pris des petits bouts. Alors après, dans les petits bouts, peut-être que dans le puzzle, il y a des petits bouts un peu visibles de certains existants, mais c'est des montages. C'est pas un roman à clé, ouais. Le milieu de l'édition, justement, qui est quand même très, très présent. Est-ce que c'est un milieu que vous avez choisi parce que vous le connaissez bien de l'intérieur? Vous êtes aussi éditrice, vous avez une collection chez Jocasseria. Oui, maintenant je suis juste au comité de lecture du Seuil. Maintenant. Donc vous êtes écrivaine, donc forcément vous connaissez aussi un peu ça. Est-ce que ça symbolise pour vous un milieu peut-être plus dur que les autres? Est-ce que ce milieu-là signifie quelque chose au-delà du fait que vous le connaissiez et que vous pouvez vous en servir peut-être plus facilement? Je l'ai choisi parce que je voulais qu'Adélaïde travaille. Or, il s'avère que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu éditorial, en édition aussi en par ailleurs. Et j'allais pas mener une enquête auprès de mes copines qui travaillent genre chez Orange ou des trucs comme ça pour avoir des éléments pour faire véracité. Donc du coup, l'édition s'est imposée un peu rapidement tout seul. Et puis j'avais assez envie de faire des blagues, en fait, je crois, sur ce milieu. J'avais envie aussi de montrer une réalité qui est celle des rachats. C'est-à-dire que l'édition, c'est quand même beaucoup des grands groupes qui sont rachetés avec les maisons dont les lignes éditoriales deviennent fragiles au contact de ces rachats. Donc c'était une façon comme la vie d'Adélaïde va aller de Carib en Scylla, que professionnellement ça se délite aussi. Et puis parce que c'est un milieu excessivement cruel. Et comme je voulais qu'elle soit confrontée qu'à des trucs durs, effectivement, ça s'est imposé comme ça. Mais je pense que c'est peut-être pas le milieu le plus dur, mais c'est un milieu qui effectivement est d'une grande brutalité. Est-ce que vous en avez profité un petit peu pour vous venger peut-être? Vous disiez que Clotilde était un peu votre double, et c'est vrai qu'on pense à vous, et dans les titres, et dans le type de littérature qu'elle fait. Est-ce que vous avez vécu ce qu'elle vit, dans la façon dont elle est assassinée dans les articles, etc. Ouais, Est-ce que c'était une façon de faire une catharsis avec ça? Oui, c'est-à-dire qu'Adélaïde, c'est pas des trucs qui me sont forcément arrivés, et heureusement. Enfin, d'ailleurs, moi, il ne m'est rien arrivé pendant 2 ans, donc comme ça, c'était réglé. Mais pour ce qui est de ce que subit Clotilde Mélis par rapport à la presse, par rapport à des scènes de quotidienneté d'écrivain, oui. Là, j'ai fait un copier-coller de la vie. Oui. Il m'est arrivé d'avoir un article assassin illustré par une photo de Peggy la cochonne quand j'avais pris du poids, oui, par exemple. Voilà, c'est ça aussi la vie littéraire. Donc, j'allais pas m'en priver, voilà. On pense forcément aux éditions du Seuil qui ont été rachetées, justement. Alors c'est un peu embêtant parce qu'en fait, c'est pas le Seuil que je mets dans le bouquin, quoi. J'ai appelé ça les éditions David Séchard parce que c'est l'éditeur dans Les Illusions perdues de Balzac que j'ai relu avant d'écrire Le cœur synthétique. Et en fait, tout ce qui est dans Les Illusions perdues est encore complètement d'actualité, quoi. Donc... sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de rachat de grands groupes, mais sinon, tout ce qui est du panier de crabes, de la dynamique mortifère, tout ça est vraiment au sein des Illusions perdues. Du coup, c'est dans la salle Rubempré que les réunions de la maison d'édition se passent. Après, c'est vrai que le Seuil étant un grand groupe, et comme j'assiste à des réunions, je me suis inspirée du décor. Mais heureusement, ils ne sont pas aussi faisandés au Seuil, quand même. Ah non, c'est pas ce que je c'est pas ce que je sous-entends. Parce qu'Adélaïde est confrontée à des éditeurs qui sentent pas mal la naphtaline et qui sont... Oui, non, j'y resterai pas si c'était dans cet état-là. C'est plus par rapport à la question du rachat, puisque je sais que... Les Flammarions aussi avaient été rachetés, enfin, c'est toujours le groupe qui possédait Flammarion, le groupe italien, enfin, il y a quelques années, enfin. Oui. Le truc pour les maisons d'édition, c'est cette espèce d'épée de Damoclès tout le temps, à se dire, bon, déjà, il y a la pression des actionnaires, mais en plus, il y a la pression de Dieu, est-ce que demain matin, comme un footballeur, on va pas se retrouver dans une autre écurie, quoi.
Et il y a l'idée, alors est-ce que c'est aussi est-ce qu'on peut le voir comme une dénonciation politique, l'idée que se faire racheter, c'est forcément se faire manger et se faire, rabaisser d'une certaine manière? Disons que le problème, c'est qu'il y a quand même une espèce de truc antinomique entre la volonté de rentabilité et la vraie littérature. La vraie littérature, ça vend quand même assez rarement beaucoup, à quelques rares exceptions près. Donc du coup, ils veulent faire des sous. Donc au lieu de travailler sur des romanciers chouettes, ils vont leur faire Histoire de nos fromages, par exemple, ou des idées éditoriales de témoignages, des choses un peu dégoûtantes pour faire du chiffre. Et effectivement, l'attaché de presse se retrouve, au lieu de défendre des bouquins qui sont de la littérature, à devoir défendre des choses épouvantables, ce qui la déprime encore plus, la pauvre femme. Oui, il y a de quoi. On peut comprendre. Parce que déjà, quand elle défend des auteurs de littérature, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais parce qu'ils ont des personnalités compliquées, où là, je me suis amusée à prendre des petits bouts, effectivement, et à monter des personnages d'écrivains rigolos ou un peu pénibles. Et donc, du coup, elle va devoir... Enfin, il y a une grosse galerie de personnages secondaires dans le livre, en fait. Il y a toute la maison d'édition, il y a les auteurs, et il y a les camarades des filles. Ouais. Et aussi les journalistes littéraires, et que vous dépeignez, je trouve, avec une férocité et une acuité assez réjouissante. Ça fait 20 ans qu'on se les trimballe, alors... ouais. Alors, pour l'avenir, c'est pas forcément réjouissant, mais en tout cas... Non, mais au moins, on a fait un pas de côté en rigolant un coup. C'est toujours ça de gagner. Adélaïde, dans le cadre de son travail, va croiser d'autres femmes. J'aimerais qu'on parle un peu, vous en parlez dans Mes bien chères sœurs, de votre rapport justement au féminisme. Comment être féministe sans aimer toutes les femmes ? Parce qu'elle est quand même assez cruelle avec ses rivales. Alors, soit quand elle cherche un compagnon, parce qu'elle ne sait pas comment faire, effectivement. Elle s'est fait tout le temps piquer. Elle en repère un et aussitôt, elle a à peine le temps de se dire qu'elle va mettre l'option éventuellement. Et hop, dans la soirée, on lui passe devant. Donc, elle est un peu contrariée. Mais c'est aussi que je voulais pas que ce soit angélique. C'est-à-dire qu'elle est sororale, soit... Mais oui, elle a dans le cadre du travail, c'est vrai que la sororité, c'est quelque chose qui est très difficile à amener dans le cadre du travail, j'ai l'impression. Enfin, pour l'entreprise, dans le domaine de l'entreprise, à cause de la rivalité intrinsèque. Donc, je voulais pas que ce soit non plus le pays des bisounours, cette affaire, ça aurait été un peu trop facile. Donc, elle a évidemment une rivale qu'elle a surnommée Vipère au groin, qui est une autre attachée de presse qui lui pique les trucs en même temps. Il y a de l'agressivité dessus. Adélaïde commence jamais. C'est jamais elle qui... Elle est comme moi, elle tape jamais en premier. Mais une fois qu'on l'a tapé, alors là, désolé, c'est Hiroshima. C'est un peu le principe. C'est-à-dire que dans le principe sororal, je pense c'est pas non plus la sororité, c'est pas la chrétienté. Enfin, il s'agit pas de tendre la joue en permanence. Il s'agit juste de ne pas taper en premier la sœur. S'assurer que en face, la personne en face, elle n'est pas en sororité, clairement, elle va être en agression. Là, on a le droit de répondre. Mais il ne faut jamais tirer en premier sur une femme. Sinon, on ne s'en sort pas. Il faut vérifier qu'on a affaire à quelqu'un qui ne suit pas la ligne. Mais il ne faut jamais attaquer en premier une fille, sinon... Ça défait le tissu, quoi. Et c'est déjà tellement dur. Si en plus on en rajoute, on ne pourra jamais avancer. Or, je suis persuadée que la sororité est un des outils les plus importants de cette 4e vague féministe qui a lieu actuellement. Il y a la sororité et comme outil, et il y a les mots. Puisque ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et on constate quand même que depuis 2 ans, on a un tas de vocabulaire qui nous est donné. Je pense à culture du viol, je pense à abus conjugal, par exemple. Enfin, même le mot sororité, moi, quand j'avais écrit Mes bien chères sœurs, c'était en 2019, en mars. Donc, je l'avais fini en septembre. En septembre, quand je suis allée voir mon éditeur, je voulais appeler ça sororisation générale. Et il m'a dit non. Il m'a dit non, parce que sororité, personne ne voit ce que c'est, alors un néologisme par-dessus, ça n'ira pas.
Et effectivement, j'avais fait une résidence de 10 mois dans une librairie et au Palais de la Femme. Et le terme de sororité sur 2018-2019 était pas du tout évident à l'oreille. Alors que maintenant, la moindre jeune femme l'utilise, le terme est passé complètement à l'usage et très rapidement. Et ça, c'est des outils qu'on voit circuler. Comme vous le dites dans Mes bien chères sœurs, un mot plutôt joli, 4 syllabes rondes, souriantes, qui encerclent, susurrent la possibilité d'une union féministe en milieu naturel. Au XVIe siècle, la langue le permettait. Puis le terme a disparu totalement de l'usage, ça a duré longtemps, on se demande bien pourquoi. Ah oui, non, mais c'est toujours pareil. L'académie y a été pour beaucoup, mais c'est vrai que tant qu'on avait le terme, c'était facile. Et après, une fois qu'on enlève le mot, on se dit que oui, la fraternité existant, la sororité, mais si on ne sait pas que ça s'appelle sororité, on se dit, bon, bah, c'est juste le gang de bonnes copines et pas quelque chose qui est de l'ordre de l'outil, quoi. Donc, c'était important de le remettre sur la table, ce mot. Et je suis hyper contente de voir comme ça. C'est vraiment dans le vocabulaire commun maintenant, sororité. Alors effectivement, ce groupe de sœurs, c'est pas un groupe de bonnes copines. Ça va au-delà, on le sent dans votre livre. C'est plus que ça. C'est un rapport vraiment sororal. On est au-delà de l'amitié pure. Il y a une sorte de pacte de soutien très profond et qui va au-delà des années, quoi. Enfin, c'est ça qui remplace l'amour, en fait. Je crois que c'était un petit peu ça que je voulais démontrer, c'est-à-dire que pour les raisons évoquées juste avant, statistiquement, il y a plein de femmes qui vont se retrouver sans amour, et c'est pas grave, en fait, voilà. C'était ça le but du jeu, quoi. Parce qu'Adélaïde, au début du roman, elle est touchante et pathétique dans sa recherche désespérée d'amour ou de... Est-ce qu'elle cherche l'amour ou est-ce qu'elle cherche à exister dans le regard d'un homme ? Est-ce qu'elle croit qu'elle ne peut exister que dans le regard d'un homme ? Est-ce que c'est pas plutôt ça son apprentissage ? C'est pire que ça, c'est qu'elle cherche la fonction. C'est-à-dire qu'ayant toujours été en couple, elle peut se considérer que comme incomplète si elle n'est pas avec un homme. Et donc du coup, ce qu'elle va chercher, c'est pas la rencontre, c'est pas l'être humain adapté, c'est la fonction de remplacement, la fonction que doit occuper le garçon. Elle est incapable de se projeter en autonomie pure parce qu'elle a toujours été dans ce schéma, en fait. Et peu à peu, elle va se détacher de ce schéma et surtout, même très... Oui, parce qu'évidemment, ce sont des sorcières, mes personnages. Si vous avez parlé de pacte. Voilà, de fait, pacte. Voilà. Et du coup, il y a le problème de la demande. Ouais, mais ça, je vous laisse peut-être lancer le truc. Non ? Oui, parce que comme ce sont des sorcières, dans leur petit clan, Adélaïde va faire une demande aux déesses inéluctablement pour trouver le bon compagnon. Et en magie, on dit toujours que demander, c'est toujours obtenir. Et en magie, quand vous faites une demande et qu'elle n'aboutit pas, c'est parce qu'en général, vous avez mal formulé la demande. Et évidemment, Adélaïde va faire une demande toute pourrie, où elle va se tromper complètement sur ce qui est important ou pas. Et du coup, elle va récupérer un goujat monstrueux en guise de compagnon de fortune pendant quelques temps. Ses copines l'avaient prévenue, parce qu'à la fin, lui ont dit « ta demande est pourrie, oui. Effectivement. » Voilà. Les filles l'avaient vu venir, mais c'était trop tard. Le rituel était achevé sur des mauvaises requêtes. Alors, cette question des sorcières, pareil, qui est dans votre œuvre déjà depuis quelque temps, quand même. Oui, ça fait longtemps. Est-ce que pour vous, c'est une facette essentielle de la féminité ? On en parle beaucoup depuis 1 ou 2 ans, avec le succès de Sorcières de Mona Chollet en particulier, et ce mythe de la sorcière comme femme libre, mais effrayante en même temps. Est-ce que pour vous, c'est important, cette dimension féminine, j'ai envie de dire? Moi, c'est important, mais aussi parce que ça contre le monothéisme, mine de rien. Donc, c'est aussi une façon de déconstruire une facette du patriarcat. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai fait mon apostasie sous le règne de Benoît XVI parce que je ne voulais pas être comptabilisée comme catholique pratiquante alors que j'étais pas du tout pratiquante sous prétexte que j'avais été baptisée. Donc, je me suis fait rayer de la liste pour pas grossir les stats. Benoît XVI, je le rappelle, était un pape qui a tenu des propos
homophobe absolument atroce, en disant que les homos allaient brûler en enfer, enfin des trucs qui étaient vraiment de l'ordre de l'irrecevable. Donc j'ai voulu m'enlever des statistiques, et par la suite, je suis passée à une pratique spirituelle polythéiste, et je suis dans la pratique de la magie. Donc il y a aussi une façon de contemporanéiser tout ça, et parce que c'est un peu moi. Donc j'y tiens assez à cet aspect aussi, au-delà du symbolique. Vous pratiquez la magie? Oui, oui, aussi. Oui, oui, mais je ne suis pas seule, vous savez. J'imagine, je ne crois pas connaître de gens autour de moi qui pratiquent la magie, mais peut-être juste Si, je l'ignore. oui, voilà, c'est parce que là on me pose la question. En général, c'est pas des trucs dont on va prendre un café avec quelqu'un, on va lui dire salut, je suis une sorcière. Donc, oui, c'est quelque chose d'important. Et puis c'était une façon de remettre enfin, du coup, mes personnages sont du coup des sorcières de la République. Donc ça fait aussi un lien avec les œuvres passées. J'aime bien qu'on retrouve des personnages, ou enfin qu'il y a un lien dans l'œuvre globale, quoi. Et est-ce que, comment formuler ça? Est-ce qu'il y a aussi est-ce qu'une sorcière peut être seule, ou est-ce qu'elle a besoin de sœurs sorcières? Alors, une sorcière peut pratiquer seule. Après, je pense qu'une sorcière a besoin de sœurs sorcières, oui. Parce que il y a quand même aussi quelque chose de joyeux dans la magie, et à la notion de partage qui est très importante. Et aussi, là, symboliquement, c'était pour resserrer la notion de cercle et de groupe aussi. C'était important. J'avais pas envie qu'elles prennent juste des petits cafés ensemble, et je voulais qu'il y ait cette pratique, qu'on montre qu'elles étaient soudées spirituellement aussi, en fait. Parce que c'est ça que ça veut dire. Si elles pratiquent ensemble, c'est qu'elles ont un pacte qui est aussi spirituel et pas seulement amical. Donc le lien est très, très puissant. Les cérémonies se déroulent chez Judith. C'est la seule qui a un grand appartement. Qui est mariée donc avec un enfant. Et vraisemblablement, son mari et sa fille ne sont pas au courant. Non, non, c'était trop compliqué narrativement, sinon. C'est pour ça, je m'en rends compte là. C'est pas que j'ai voulu exclure l'homme ou... Oui, c'était un peu ça. Non, c'était pas pour exclure l'homme, c'est juste que si je commençais à rentrer dans la vie privée de Judith, après il fallait que je développe la vie privée. Et le bouquin allait être énorme, et j'avais pas envie. Donc... Alors je vous pose cette question un peu de manière un peu malicieuse, parce que ce qui est très étonnant, et dans les 3 derniers textes que vous avez publiés, c'est que vous n'excluez pas l'homme. Ah bah non, justement. mais parce que moi, le but du jeu, la sororité est un passage avec quelque chose qui peut paraître parfois excluant pour les hommes, mais moi, le but du jeu, c'est la delphité, c'est-à-dire le frère-sœur. C'est qu'on arrive à un vrai équilibre homme-femme dans la delphité. La sororité est un passage, je pense. Simplement, vu comment c'est long, peut-être que la delphité, je serais largement morte avant qu'elle arrive. Mais le but n'est pas... l'empowerment, c'est hyper important, mais moi, le but du jeu, c'est pas que on soit au-dessus. Enfin, je veux dire, là, c'est un passage obligé et qui est assez agréable en même temps, de récupérer un peu de pouvoir quand... Je sais plus, l'autre fois, j'étais à une réunion de travail dans le cinéma, et il y a un monsieur qui dit oui, de toute façon, le dossier, le film, on l'a filé à une femme. Évidemment, c'est une femme, alors évidemment, elle l'a eu. Bah oui, mon gars, ça se renverse peut-être un peu violemment pour toi passagèrement, mais en même temps, ça fait un peu des siècles que... Donc, on est dans une phase de rééquilibre qui est sûrement violente pour les hommes, parce qu'ils perdent leurs privilèges. Donc, c'est compliqué, mais le but du jeu, c'est l'abolition des privilèges en général. C'est pas qu'on se mette à devenir des mamatrones à la place des papatrons. C'est pour un équilibre. Et c'est vrai que dans votre livre, ce qui est assez réjouissant aussi, c'est que vous n'êtes pas ni cynique ni méchant avec les hommes que peut croiser Adélaïde, avec lesquels les histoires ne se font pas forcément. Ah non, c'est pas de leur faute, les pauvres, en fait. Je sais pas, il n'y avait pas... c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place pour la misandrie dans cet ouvrage-là. Ça aurait tout foutu en l'air. Moi, ce que je voulais, c'était... quelque chose où on rime avec le cœur un peu serré, et qui soit représentatif de ce que c'est que la vie d'une célibataire dans une grande ville. Donc,
l'agressivité envers les partenaires de fortune n'était pas bienvenue, c'était pas le lieu. C'est pas un truc, ça parle pas de ça, quoi. Et puis finalement, c'est aussi une ode au bricolage. C'est-à-dire que chacun bricole sa vie. Je parle exclusivement de personnages qui sont en deuxième partie de vie. Sur la deuxième partie de vie, en général, on bricole. Enfin, si on n'est pas sur une route toute tracée, qu'on n'a pas gardé le même compagnon et le même travail, s'il y a changement, ça devient chacun se débrouille comme il peut. Il y avait un côté comme ça, montrer que tout le monde est dans la débrouille, en fait. Qu'il n'y a pas de ligne à suivre, qu'il n'y a pas de modèle, que tous les modèles sont à construire et que chacun surtout fait comme il peut. Donc même le pire goujat qu'elle croise, bon, il est un peu ridiculisé dedans, mais c'est pas un monstre. C'est l'incompétence, mais c'est pas un monstre. Il n'y a pas de pervers narcissique ou ce genre-là dedans, quoi. Le côté bricolage, vous pensez que c'est lié justement au fait d'être dans la deuxième partie de vie? Moi, j'ai tendance à le penser, ouais. J'ai tendance à penser qu'on a accumulé en deuxième partie de vie un certain nombre de deuils, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les projections sentimentales ou de travail, bah, il faut renoncer, c'est-à-dire qu'arriver à 46 ans, si on n'a pas été rockstar, c'est que c'est foutu. Si on n'est pas dans le pouvoir, c'est que c'est foutu aussi. Si c'est ça qu'on voulait, bah, il faut se rééquilibrer. Si on n'est pas en couple, ça peut rien dire parce qu'on peut le rencontrer plus tard aussi, mais ça veut dire quand même qu'on n'aura pas, en deuxième partie de vie, ceux qui sont en couple, en général, ça y est, ça fait déjà 20 ans qu'ils sont maqués. Enfin, ça veut dire aussi que le long compagnonnage bah, n'existera pas parce que il n'y a plus le temps derrière, quoi. Donc, et du coup, c'est comment est-ce que on se débrouille pour le coup, mais de façon joyeuse. Là-dessus, j'insiste vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas... j'avais envie que ça donne un peu d'espoir aussi aux filles seules qui se disaient que c'était foutu la vie parce que non, sans homme, il peut y avoir des équilibres affectifs qui se passent, mais effectivement par le biais de la sororité. D'ailleurs, il y a un petit leitmotiv qui revient en fin de chapitre. Adélaïde Berthel. Alors voilà, c'est l'histoire d'une fleur bleue qu'on trempe dans de l'acide. Ça commence. Adélaïde Berthel, c'est une femme comme une autre qui, à 46 ans, entend sonner le glas de ses rêves de jeune fille. C'est l'histoire d'une fleur bleue, toujours coincée entre deux pages, qui se dessèche en direct d'un authentique herbier. Adélaïde Berthel, c'est une femme comme tant d'autres, qui, à 46 ans, voit disparaître l'aura qu'elle avait jeune fille. Il y a une évolution très subtile entre ces différents motifs. C'est l'histoire d'une fleur bleue qui n'a plus de racines à force d'être dépotée, un cœur dans un bocal, une rose trémière coupée. Adélaïde Berthel, c'est une femme comme une autre, qui désormais apprend la solitude, comme l'exilé apprend une langue étrangère. Alors, je ne vais peut-être pas tous les lire, mais je voulais terminer avec ce glissement. C'est l'histoire d'une peur bleue qui se regarde dans le miroir, l'histoire d'une solitude qui se conjugue pour survivre. Adélaïde Berthel, c'est une faille comme une autre, moins longue mais plus profonde que celle de San Andreas. Ce leitmotiv que vous avez posé comme ça, est-ce que c'est cette espèce de fil rouge, c'est ce qui pourrait résumer l'évolution psychologique du personnage ? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est en écho de fin de chapitre, quelque chose qu'on la sente évoluer peu à peu, tout à fait. Et puis ça contrebalance les titres de chapitres qui, eux, sont des blagues. Parce qu'en fait, le livre est composé, la musique est quelque chose de très important pour Adélaïde qui se construit des souvenirs sur de la bande-son. Et tous les titres de chapitres, à part le premier et le dernier, c'est des titres de chansons plutôt pop. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? En fait, j'en ai deux, mais la première, déjà, vous dites qu'à 48 ans, une femme est obsolète. 46, elle dit même 46. Hein, c'est pire, c'est pire. Je prends l'exemple d'un ami à moi qui est célibataire et qui a 70 ans, très intéressant, très brillant, et qui me dit qu'il n'a que des échecs. Et je lui demande quelles sont, enfin, les femmes à qui tu t'adresses, quel âge elles ont.
Effectivement, il s'adresse à des femmes beaucoup plus jeunes que lui. Bah oui. Tu dis adresse-toi à des femmes de 70 ans et tu auras certainement beaucoup de succès. Est-ce que la femme en question, votre héroïne, elle est obsolète par rapport à des hommes de son âge? Oui, voilà, non. Vieux, Non, mais c'est ça le le truc. positionnement là, par rapport à Le ça. positionnement est clair, c'est qu'en général, mais ça c'est les statistiques, hein, le deuxième, quand il y a une première rupture, la deuxième épouse, la deuxième compagne, l'homme va la chercher plus jeune en général, ce qui fait que celles qui ont 46-50 se retrouvent pas du tout recherchées par les gens qui ont leur âge en fait. Donc ça crée un gap supplémentaire en fait. C'est ça qui joue effectivement. Peut-être que si elle les prenait beaucoup plus âgées, là, oui, puisque ça... Mais elle ne cherche pas plus âgée, elle cherche malheureusement quelqu'un de son âge, la pauvre. Donc, voilà. Alors, la deuxième question, c'est Oui. par rapport à l'idéal que semble représenter le couple conjugal au long cours. Or, on sait qu'on parle de baisse du désir dans les couples au long cours, on parle aussi d'usure du couple. Bref, il y a aussi des problèmes, je ne sais pas forcément un idéal qu'il faudrait peut-être poursuivre. Il y a aussi la notion de polyamour, enfin il y a beaucoup de choses qui évoluent dans le domaine amoureux. Et donc, vu qu'il y a plus de femmes que d'hommes, est-ce qu'il n'y a pas aussi des pistes à creuser sur la forme d'amour, la forme du rapport amoureux? Par la polygamie qui résoudrait tout. Je sais. Ou l'homosexualité, peut-être? Oui, mais alors, l'homosexualité, là, pour le coup, et en termes de trucs féministes, c'est quelque chose qui a tendance à un peu me crisper. C'est-à-dire que je pense à Dépendre, par exemple, qui explique que la solution, c'est d'être lesbienne. Moi, je suis désolée, j'ai été en couple pendant 1 an et demi avec une femme, mais sexuellement, c'était pas mon truc, en fait. Et là, je sais que enfin, étant célibataire, évidemment, vous l'aurez bien compris, ce livre n'est pas sorti du plafond. Le problème, c'est qu'on peut pas avoir la même violence envers les hétéros en leur disant « mais ma fille, soit lesbienne, ça sera beaucoup plus simple », que dans les familles catholiques traditionnelles, on dit à un homo, tu vas être gentil de rentrer dans le rang. Enfin, je veux dire, c'est la même violence, en fait. Donc, on peut pas composer indépendamment de son désir pour des raisons politiques, en fait. Évidemment, moi, j'adorerais pouvoir être une Monique Wittig, être dans les guerrières et être en couple. Enfin, mais voilà. Et donc, du coup, le personnage a le même souci, ce qui limite grandement le marché, du coup. Et par rapport à la polygamie? Non, alors moi, oui, alors le personnage étant un peu à mon image, moi je suis extrêmement tradie sur ces trucs-là, étant une grosse jalouse. Donc je suis pas en capacité psychique de gérer un couple libre. Et aucun de vos personnages, d'ailleurs. On parlait de personnages un peu archétypaux, mais... Ouais, parce que si j'en avais une dans le polyamour, ça voulait dire que je ne ressentais pas ce qu'elle ressentait. J'étais pas connectée au perso. Donc ça aurait été fake et moi, je viens de l'autofiction, donc j'ai tendance à avoir une vraie nécessité de connexion à ce que je raconte. Il faut que ce soit passé par une forme de vécu ou de traversée un petit peu. Sinon, j'ai l'impression que la langue n'est pas juste. Donc du coup, je me suis interdit une construction de personnage trop éloignée, en fait. Comment vos amis ont reçu la publication du livre qui, au départ, devait être un épisode qui mettait du baume au cœur pendant un certain temps? C'est elles qui m'ont dit, ça y est, tu tiens le nouveau au bout du troisième envoi. Donc, non, ça fait rire tout le monde, ce livre-là. Les filles, les copines s'y retrouvent. D'habitude, quand je faisais de l'autofiction, je faisais en sorte qu'il y ait peu de personnages du réel dedans, où je demandais l'autorisation, on choisissait le prénom ensemble. Oui, je suis très... Enfin, pour moi, la littérature n'a pas tous les droits par rapport à l'autofiction, donc là-dessus, j'étais très... Là, je me suis inspirée de soirées vécues, de trucs vécus, donc non, dans l'entourage proche, c'est plutôt une grosse blague qui amuse tout le monde, parce qu'on retrouve des figures de personnes existantes de notre groupe, quoi, donc... Non, il a été très très bien pris. Mais c'est une jolie histoire, ce livre, il est plutôt très très bien pris. Et puis moi qui suis habituée effectivement à me trimballer toujours des sujets très très lourds, là c'est un peu une respiration, c'est une rentrée plutôt rigolote pour moi, là ça change un peu. Je cherche à tuer personne, enfin je veux dire, c'est léger, c'est bien.
Est-ce que ça n'a pas un peu déconcerté vos lecteurs, cette légèreté? Alors, je crois que pour ceux qui aimaient vraiment la ligne autofictive hardcore, il y a un côté un peu what the fuck, hein, ça j'ai constaté, mais j'ai pas sacrifié la langue. Il est plus fluide, il n'y a pas une construction fragmentaire soit, mais même les très courts extraits que vous avez lus, ça va, je me suis pas non plus sacrifiée sur l'autel de la pure narration. J'ai gardé de la stylistique, donc non, ça va, j'ai pas encore eu de menaces, je me suis pas fait insulter, ça va. Ça va. Est-ce que vous avez eu des retours de jeunes femmes qui sont dans la première moitié de leur vie? Oui, comme ça, le livre est sorti le 20 août, donc j'ai eu le temps d'avoir un peu des retours. Bah, en fait, ce qui est assez étrange, c'est que les trentenaires s'y retrouvent comme si elles étaient le personnage. Donc en fait, je crois que la dureté du marché est valable pour tout le monde. Et puis, ce côté fleur bleue aussi, il y a plein de femmes qui, quel que soit l'âge, qui se retrouvent dans les pensées d'Adélaïde, dans ses contradictions aussi. Enfin, je pense que j'ai pas foiré le côté universel, je crois que ça marche, puisqu'apparemment, d'après les échos, le transfert, la projection s'établit sans trop de soucis. Et sans parler du marché, qui sans doute est dur à tous les âges, ça c'est possible. Est-ce que c'est quand même pas une leçon à tirer pour toutes les femmes, quel que soit leur âge, qu'il est possible de vivre sans amour? Et ce qui est peut-être le meilleur moyen de le trouver quand on ne le cherche plus. C'est-à-dire qu'après, le côté je ne cherche pas, mais j'aimerais tellement que ça m'arrive. Ah oui, non, pas comme ça. Ouais, non, je pense qu'effectivement, enfin, pour moi, c'est un outil de plus. Voilà, c'est un outil que moi j'ai trouvé et que j'aimerais bien faire circuler parce que ça aide beaucoup. C'est-à-dire que l'équilibre peut vraiment se trouver indépendamment de ça. Parce que c'est culturel aussi. On est dans une société qui nous a toujours bercés avec l'amour courtois, puis le romantisme, et on a du mal à s'envisager vraiment autonome en fait, alors que c'est tout à fait possible. Et il y a aussi le fait que j'ai constaté qu'il y a un côté de se retrouver, comment dire, un peu anormal, enfin le mot n'est pas vraiment le bon, mais comme un vieux blasphème en fait, quand on coche la case célibataire, et j'avais envie de défendre ça en fait, enfin de dire que c'était pas un handicap, ni une malédiction, ni quelque chose qui est dévalorisant en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, c'est que souvent être célibataire, la femme se dévalorise. L'homme, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il gère mieux ou pas, c'est pas mon sujet, mais la femme se sent dévalorisée d'être seule. Et j'avais envie de donner un peu d'empowerment aux copines à travers le bouquin, quoi. Vous imaginez 2 pré-fins? Je dis pré-fin parce que la fin est la même, quelles que soient les 2 options. Pourquoi ces 2 fins? En fait, il y a deux fins. Il y a une fin et il y a 2 options possibles. Elle est seule ou elle est accompagnée, en gros. Juste parce que, arrivé à la fin, je me suis dit que j'allais pas faire Bridget Jones non plus. Enfin, faut pas pousser. Et puis, si elle finissait seule directement, c'était un peu moralisateur. Ça voulait dire que je donnais une leçon. À savoir, oui, c'est vraiment beaucoup mieux et j'avais pas envie de ça. Et en plus, parce que au niveau de la structure, si j'arrivais à la fin normale, j'avais un roman complètement normal. Il faut pas pousser quand même. Donc, il y a eu cette petite pirouette pour montrer les deux potentialités et que de toute façon, qu'elle finisse seule ou qu'elle finisse en couple, elle finit soit veuve, soit seule, mais elle finit âgée avec ses amis où elles habitent toutes ensemble à la fin. Et c'était ça surtout que je voulais faire. C'était une fin joyeuse avec ces petites vieilles dames qui continuent à faire la fête et à avoir des activités intellectuelles.
ce qui est beau surtout, c'est que vous n'abandonnez pas l'idée de l'amour et vous le trouvez dans l'amitié. Bah oui. Parce que vous dites que l'amitié est bien une forme d'amour, alors que la société nous renvoie quelque chose d'étroit. Tout à fait. Le mot amour. Tout à Tandis fait. que vous l'amplifiez, je trouve. Ah, c'est gentil. Il peut prendre différentes formes, selon les moments de sa vie, selon les Tout à rencontres. fait. Tout à fait. Mais c'est ce que je crois vraiment profondément. Ouais. Je voulais lire justement un autre petit extrait qui illustre ça peut-être. Bérengère, Hermeline, Judith et Clotilde forment un cercle autour d'elle, Adélaïde, comme une armure, un bouclier, un dôme qui enceint sa psyché. Son esprit a beau imploser, ses pensées se disperser, sa raison reste protégée, même si elle flotte en particules. Ça pourrait être la définition de la sororité. Oui, je crois. Je crois. C'est quelque chose qui vous rend entière, en fait, et qui empêche de flotter. Enfin, il me semble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parliez du coup de ce personnage qu'elle rencontre, qui était un méchant. Un goujat, c'est pas un méchant. Goujat, mais il y a une phrase qui m'a vraiment choqué, qui m'a percuté, c'est quand il lui dit « Je t'aime, mais je ne te désire pas ». Ouais. Je me posais la question, comment vous l'avez écrit, cette phrase? Je l'ai écrit parce que c'est arrivé à une amie. C'est arrivé dans la vraie vie. Et quand vous avez un élément de réel qui est aussi violent, vous êtes obligé, quand vous êtes romancière, d'en faire quelque chose. Surtout que j'étais en plein j'avais commencé le livre. Enfin, j'étais dans mes petites aventures et ça faisait partie dans justement les informations qui circulaient entre nous. Des fois, il y avait des anecdotes qui nous étaient pas arrivées à nous 5, mais à une copine de copine. Et je t'aime mais je ne te désire pas, c'est une du cercle à qui c'est arrivé. Et il était hors de question de ne pas utiliser ce truc-là, quoi, parce que c'est quand même la chose la plus violente du monde. Ouais. Et vous faites l'inverse aussi, vous dites l'inverse aussi. Oui, après elle tombe sur un autre qui lui dira sûrement « je te désire mais je ne t'aime pas ». Bah oui, ça fait le truc en miroir. Ouais. Non, ça, c'est-à-dire que tous les éléments de violence masculine qu'elles peuvent subir, ce sont des éléments de réel. Ça s'invente pas, sinon on n'est pas bon. Là où j'ai inventé, c'est pour les écrivains. Tout ce qui est la partie éditoriale, là, je m'en suis donné à cœur joie dans le petit montage. Mais pour les faits sentimentaux, c'est vraiment du copier-coller du réel, comme une enquête, en fait. Ouais. Alors, les libraires ont cherché à savoir qui étaient les écrivains. Nous, on a des noms. Oui. On a imaginé des noms. C'est des montages. Non, il y en a un seul qui pleure tout le temps, qui est identifiable, mais sinon, les autres, c'est des montages. Ça peut être plusieurs, d'ailleurs. On ne sait pas toujours Oui, tranché, mais en vrai, tout cas, on a oui. tous pensé à des gens. Bah oui, non, mais c'est normal, mais c'est des montages. La seule qui vraiment sort de nulle part, c'est Ève La Bruyère, l'écrivaine fofolle. On n'en a pas qui jettent leur verre d'eau aux chroniqueurs sexistes, malheureusement. Mais le reste, c'est des assemblages. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un petit Bien passage sûr. Lequel vous voudriez? Alors, la scène de sorcellerie, mais elle est peut-être difficile à lire. Parce que c'est des dialogues, Ouais. ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Est-ce que je vous ferai la scène de danse, le deuxième chapitre? Alors, le deuxième chapitre. Alors, dans le premier, elle s'installe toute seule dans sa maison. Et dans le deuxième, il faut qu'il lui arrive quelque chose. La mi-août, est-ce qu'on entend bien? Oui. C'est troublant, cette lampe. Ça diffuse bien, donc. La mi-août à Paris change la ville en cimetière. Il n'y a plus un bruit. L'odeur d'asphalte brûlante fait sauger au fumet d'un incinérateur. Adélaïde s'ennuie et elle est dépitée. Ses amis sont toutes en vacances, elle voudrait tort sortir ce soir, mais personne pour l'accompagner. Elias n'était plus que casanier, il n'avait aucune vie sociale, jamais une fête ni un dîner. Adélaïde aspire à jouir de sa liberté. Elle a passé l'après-midi à lire dans un café, espérant sincèrement qu'elle y ferait une rencontre. Le hasard n'existe pas, alors autant s'organiser.
Il va de soi que personne n'a prêté attention à une quadragénaire, même très bien habillée, attablée en terrasse. Elle a bu 4 Coca Light, fumé 16 Lucky Strike, fini un roman à la mode dont elle a pensé le plus grand mal. Ces dernières 24 heures, elle n'a interagi qu'avec un serveur et une fille qui lui a demandé du feu. Il est 19h30, Adélaïde est seule et pour le reste du monde, y compris sur Facebook, c'est l'heure de l'apéro. Elle songe à ses amis sur leur lieu de vacances. Judith partie en Grèce avec fille et mari. Bérangère en Ardèche dans sa maison de famille. Hermeline qui randonne quelque part dans les Alpes. Clotilde qui écrit en résidence à Rome. Adélaïde aimerait pouvoir les déranger, avouer « j'appelle au secours ». Elle se contente d'envoyer un message à chacune, comme une carte postale, histoire de s'occuper. Elle écrit des mensonges pour se donner du courage. Fière de mon nouveau chez-moi. J'adore ma nouvelle vie. New Life Power Roulaise. Tout se passe pour le mieux. Elle a photographié en gros plan un détail, quelque chose de joli. Le sourire en plastique d'une madone mexicaine, le renflement du tulle mauve qui lui tient lieu de rideau. Adélaïde recevra en retour des émojis pleins de cœur d'ici peu. Que faire quand on est seul? Où sortir à Paris quand on est une femme seule? Bar de quartier ou bar d'hôtel, elle pense au club branché aussi. Elle connaît les adresses, elle est attachée de presse et plutôt dégourdie, mais elle le sait très bien. S'accouder au comptoir, être à l'aise dans un bar, se lier à des inconnus, elle ne pourra jamais. Quelque chose de l'ordre du blocage. Enfant, elle était très timide, elle a dû se faire violence pour enfin s'affirmer. Se jeter dans la foule sur une piste de danse, s'y déhancher selette, entrer en connivence avec les corps annexes, elle ne saura pas faire et ses jambes se dérobent rien qu'à cette évocation. Adélaïde se demande si saoule ou défoncée, elle en sera non moins capable, parce que ce serait quand même pratique si elle pouvait. Elle redoute de passer sa soirée à jouer au Scrabble en ligne. La voilà qui se projette, une bouteille de Sancerre ou quelques lignes après. Entre seule dans un bar, s'accoude au comptoir, commande une bière, sourit à ses voisins, engage la conversation. Même raide, c'est impossible. Et puis ça ne sert à rien. Un homme qui traîne le soir, accroché au comptoir, n'a pas le bon profil. Alors, pénétrer dans le lobby, se glisser dans un fauteuil club, commander un cocktail, sourire à ses voisins, encore un autre problème. Ils sont plutôt de droite, les mecs des bars d'hôtel. Adélaïde s'inquiète, quoi faire pour ne plus être seule ou croiser à Paris des hommes susceptibles de venir à elle. Adélaïde gémit et cherche sur Internet, où les sites de rencontres s'imposent comme solution. Adélaïde ne veut pas. Adélaïde s'entête. Elle refuse de finir produit sur catalogue. Elle admet qu'il s'agit de se lancer sur le marché, mais a observé Bérangère toute l'année sur Tinder. Bérangère, la chasseuse. Le niveau du gibier, Adélaïde se dit qu'elle vaut beaucoup mieux que ça. Adélaïde a tort. Bérangère prend ce qu'elle trouve. Adélaïde débute et est encore naïve. Très bientôt, Bérangère lui confiera « Tu sais, avant c'était facile, on envoyait du lourd sans même s'en rendre compte. Maintenant, ça, c'est fini. » Et très bientôt, la terre s'ouvrira sous ses pieds. Pour l'instant, elle rêvasse. Elle invente des histoires dans sa tête, des histoires qui permettent de supporter le présent. Dans l'une d'entre elles, elle sort ce soir dans un club chic et croise l'âme sœur. Il est grand, émacié et s'appelle Vladimir. Ils se reconnaîtront et il lui sourira. Ces jours se conjugueront à la deuxième personne enroulée de pluriel. Je continue ? Bon, allez, je vous fais le truc, ça dure 10 minutes en tout le chapitre, j'en ai déjà fait un quart. Adélaïde s'ennuie, elle n'a rien à perdre. Au contraire, il lui faut se débarrasser du temps, de ce temps vacant, de ce temps en trop, de ces heures dont elle ne sait que faire. Elle enclenche sa playlist, encore Étienne Dao, se douche et se maquille, fait quelques essayages devant le miroir en pied. Elle a très peu de recul au milieu des portants. Elle sautille en culotte, se cogne le petit orteil, insulte diverses mamans, puis opte pour une robe noire fluide à très fines bretelles au décolleté profond qui lui marque la taille et s'arrête au genou. Puis choisit des sandales à tout petit talon, se fait un chignon haut, met sa paire de créoles, hésite entre une pochette et un petit sac à main. Elle ne sait pas où elle va, opte donc pour le sac à main. Elle s'extrait de l'entrée, ferme la porte à clé et appelle l'ascenseur. Dehors, l'air est plus doux, mais chaque respiration laisse un arrière-goût de cendre. Adélaïde s'en fout que ce soit la fin du monde. Elle marche comme on se noie, le réel n'a plus cours.
Elle est dans son histoire, elle ne redoute plus rien. Elle est un personnage de sa vie, l'héroïne. Elle arrête un taxi et s'entend prononcer le nom d'un club prisé. Elle sort de la voiture dans un état de flottement. Devant la porte, la queue. Adélaïde s'allume d'abord une cigarette pour se donner une contenance. Les gens sont tous en groupe, les gens sont tous en couple. Adélaïde dégaine aussitôt son portable et feint de communiquer. Elle voudrait que son corps leur raconte une histoire à ces gens qui pourtant ne la regardent pas. Quelqu'un va la rejoindre, ou elle rejoint quelqu'un. Adélaïde dit ça au physio de la boîte qui ne lui demande rien. « Je vais rejoindre quelqu'un ». Ça devient son scénario. Elle descend l'escalier, fouille la foule des yeux, traverse la piste de danse, arpente lentement le bar, puis ressort son portable, écrit des SMS qu'elle efface aussitôt, prend un air agacé, attend d'être accostée. Elle veut s'entendre dire « S'il ne vient pas, tant pis, il n'en vaut pas la peine ». Adélaïde regarde les hommes, les 3/4 sont bien plus jeunes qu'elle. Adélaïde regarde les femmes, elles ont 30 ans et sont plus belles. Elle commande un gin tonic au bar et ne sait pas quoi faire. À cet instant précis, elle a envie de mourir. Elle repère un cadra, il a de la bedaine, elle pense avoir ses chances, elle est plus jolie que lui. Elle s'approche et se pose dans son champ de vision. Il ne se passe rien, son regard la transperce. Adélaïde découvre l'invisibilité de la femme de 50 ans avec un peu d'avance. À cet instant précis, elle se sent déjà morte. Elle commande en zombie un deuxième gin tonic, le boit sans s'en rendre compte, enchaîne sur le 3e. Le DJ joue New Order. Adélaïde s'en va danser sur Blue Monday afin de vérifier si elle est devenue socialement un fantôme sur le marché de l'amour de la viande avariée. Elle entre sur la piste le plus gracieusement possible, affiche le sourire d'une fille en train de s'amuser. Les années 80 sont revenues à la mode et c'est son truc à elle, les années 80. Elle se force moins que prévu, d'autant plus qu'elle est ivre. Elle ne tient pas l'alcool. Depuis son premier Malibu, elle vomit au 4e verre, quel que soit son contenu. Elle n'a pas compté, mais son ventre se fera citrouille. Un verre de plus et en plein bal se retournera son estomac. Elle se déhanche en rythme, ses avant-bras serpentent. Elle s'efforce d'établir un contact, de plonger ses pupilles dans celles des autres danseurs. Seules 2 jeunes femmes soutiennent son regard. Elle observe les corps qui s'agitent autour d'elle. Aucun d'entre eux ne l'attire, mis à part un grand brun à qui il n'est aquilin d'un air de Vladimir. Adélaïde y croit. Le hasard n'existe pas, elle s'est organisée. Le morceau dure 7 minutes. Adélaïde le sait. Elle tente un rapprochement, fait un trop grand mouvement, on perd presque l'équilibre. Elle a envie de rire, mais personne ne l'a remarqué. Personne, y compris Vladimir. Elle se reprend, s'accroche, suit les synthétiseurs. Vladimir quitte la piste, le morceau n'est pas fini. Adélaïde alors va vers lui et lui parle. Elle n'en revient pas elle-même, le culot dont on fait preuve quand on est héroïne. Il va de soi qu'elle est en sueur et sans le jean. Qu'importe. Il répond, ils se parlent, ou plus exactement, ils hurlent. « Tu viens souvent ici, la musique est pas mal, t'as dit quoi? Tu veux boire quelque chose ?» Tu veux boire quelque chose, c'est Adélaïde qui pose la question. Vladimir n'entend pas. Adélaïde répète. Vladimir ne répond pas. Il ne la reconnaît pas. Vladimir ne sourit pas, il est déjà parti. Le cœur d'Adélaïde se remplit d'une honte épaisse. Elle en reste statufiée, tandis que son cœur déborde. La honte se répand, acide et glutineuse. Bientôt tous ses organes se retrouvent liquéfiés. Adélaïde jamais ne racontera cette soirée, pas même à Judith, Bérangère, Hermeline ou Clotilde. Elle est allée danser, il ne s'est rien passé, il n'y a rien à en dire. Elle a osé y aller, elle aura essayé et elle a découvert qu'elle était translucide. À 1001 reprises, on lui a marché dessus, dont son corps ne compte pas, ne peut être perçu. Une fois rentrée chez elle, elle a mis France Culture et s'est démaquillée. Ensuite, elle a pleuré. Des sanglots réguliers, ça a duré longtemps. Si longtemps que son visage en a été meurtri. Le sommeil ne réparera rien. Elle portera un masque la journée du lendemain, le masque du chagrin, ses cernes entraînées d'huile, sa peau grasse et bouffie, ses espoirs embaumés. Adélaïde s'endort en retrouvant son âge. Il fait chaud et ses longs cheveux s'enduisent de sueur.
ses cheveux qui sont blancs, cachés par la couleur. Adélaïde cauchemarde, elle marche dans un cimetière, une horde de zombies silencieusement l'accoste, la viole et la dévore, tout ça sans faire un bruit. Pendant qu'elle se débat, ses cheveux s'entremêlent sur l'oreiller. De larges mèches s'enroulent tout autour de son cou. Adélaïde suffoque, aussitôt se réveille et songe au mot « suicide ». C'est l'histoire d'une fleur bleue coincée entre deux pages qui se dessèche en direct d'un authentique herbier. Adélaïde Bertel, c'est une femme comme tant d'autres, qui, à 46 ans, voit disparaître Laura qu'elle avait eue jeune fille. Voilà. C'est gai, hein? Non, mais il y a des Alors, blagues, c'est le début. Il y a des blagues, il y a plein de blagues. Oui. Et puis, il y avait de l'humour quand même, on l'a entendu. Oui, il y dans avait ça. quand même des... Et ce n'est que le début. Une dernière question, peut-être? Non, mais je pense que la tristesse est profonde. Et ce qui m'a aidé à respirer, c'est justement l'humour que vous déployez. Mais j'ai gardé la tristesse profonde, presque humaine, qui tient à l'humanité, je trouve, de la chose. Ben, c'est vrai que la personne qui a mieux résumé ce que je voulais faire, c'est Lydie Salver, qui est ma marraine et ma grande amie, qui m'a dit on lit ça en riant le cœur serré. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai essayé de rendre, quoi, qu'on en rit, mais qu'il y ait quelque chose d'un peu grave quand même. C'est pas un sujet si rigolo que ça non plus, quand même. Donc l'équilibre était à trouver. Et je suis contente que ça ait marché sur vous. Chloé, merci beaucoup Merci pour cet à échange. vous. Merci. Merci à vous. Il s'agissait d'une rencontre avec Chloé Delhomme, enregistrée le mercredi 30 septembre 2020 à la librairie Ombre Blanche, à l'occasion de la parution de son livre Le cœur synthétique aux éditions du Seuil. Chez ce même éditeur, Chloé Delhomme a récemment fait paraître Les sorcières de la République en 2016 et Mes bien chères sœurs en 2019.